Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau vlog de série. Ça fait longtemps, je crois, que je vous ai pas fait de vlog de série. Et j'avais un trou dans mon planning de vidéos YouTube, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, quant au choix de la série, vous l'avez vu forcément dans la miniature et dans le titre. J'étais partie pour lire Ivy Wild au départ parce que il faisait partie de mon Pumpkin Autumn Challenge et que je l'avais intégré déjà à au moins une palle des cartes par le passé cette année. Mais quand je suis sur Livre Addict et ou sur Goodreads, il y a un roman, une intégrale qui est en cours de lecture dans mon fil de lecture, puisque j'ai lu le tome 1 mais jamais la suite, et comme désormais j'ai l'intégrale, ben forcément l'intégrale est en cours. Et ça m'embête de voir ce livre systématiquement et toujours en cours dans mes lectures actuelles. Donc, j'ai décidé qu'au lieu de lire Ivy Wild, j'allais relire le tome 1 de cette trilogie et enchaîner avec le tome 2 et le tome 3 pour enfin terminer Les brumes de cendre lune de Georgia Caldera. J'ai lu Les larmes rouges de Georgia Caldera en début d'année que j'ai adoré. J'avais énormément aimé le tome 1 de cette série il y a quelques années, je dirais 3 ans peut-être. Je l'avais lu dans le cadre du PLIB. Et je me souviens que je l'avais vraiment beaucoup aimé, mais je n'avais jamais pris le temps de lire la suite. C'est une intégrale France Loisirs qui fait environ 1103 pages. Je vais lire donc les 3 tomes de cette série pour vous donner mon avis complet avec peut-être des spoilers, sachant que c'est une série qui a été éditée pour la première fois en 2019 et dont le tome 3 est paru en 2021. Comme on est bientôt en 2024, je me dis, il y a des chances que vous l'ayez déjà lu. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à d'abord lire cette trilogie et ensuite à revenir regarder cette vidéo pour avoir mon avis si vous le souhaitez. Et si vous n'avez pas envie de lire cette série mais que vous êtes quand même intrigué par mon avis, ben restez là. On va être parti pour plusieurs heures de lecture. J'ai la version audio de ces 3 livres, ce qui devrait du coup me prendre beaucoup moins de temps que ce que ça pourrait me prendre. Le tome 1 fait approximativement 4h30, sachant que je vais le lire en vitesse au moins x2, voire 2,5, on verra. Je pense que, je vous ai dit 4h30, 8h30, je voulais dire. Je pense que ça devrait me prendre un peu plus de 4 heures, environ 4 heures, pour lire le premier tome et je crois qu'il est approximativement 14 heures et quelques. Je suis pas sûre que je vais lire pendant 4 heures d'affilée, même si c'est la version audio que je vais coupler avec la version papier. Je vais peut-être faire d'autres choses et notamment continuer ma lecture de Un jour de nuit tombée parce que faudrait aussi que j'avance dans celui-là. J'ai déjà découpé mon intégrale en 3 tomes et le tome 1 fait 350 pages. Donc, je pense que je vous reprendrai quand je serai arrivée à la moitié. Donc, ça fait quoi? Ça fait 170 pages à peu près. Comme ça, je vous donnerai mon premier avis sur le début de cette histoire parce que même si je me souviens que je l'avais beaucoup aimé, je n'ai absolument aucun souvenir de ce dont ça parle. D'ailleurs, je vais vous lire le résumé. Dans le royaume de Cendre-Lune, les dieux épient les pensées des hommes et leur exécuteur, l'ombre, veille à condamner tous ceux qui nourriraient des envies de rébellion. Or, il semble que certaines failles existent. À l'âge de 17 ans, Céphise ne vit en effet que pour se venger. Depuis qu'on l'a amputée d'une partie d'elle-même et privée de sa famille, elle ne rêve plus que d'une chose, s'affranchir de la tyrannie du tout-puissant Orion, dieu parmi les dieux. Et contre toute attente, il se pourrait qu'elle ne soit pas seule. Je sais qu'il est question de musique, mais voilà, je me souviens aussi maintenant à la relecture de ce résumé que il me semble on assiste au début de l'histoire à la scène, ou au moins à une scène dans laquelle l'ombre extermine la famille de l'héroïne, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est un flashback? Je ne sais plus. Je vais me replonger dedans. Et on verra. Donc le tome 1 s'appelle Le Jardin des âmes. Et c'est parti, du coup, pour la lecture de l'intégrale de cette série. Si on dirait que je n'ai pas bougé depuis 2 heures, c'est parce que je n'ai effectivement pas bougé depuis 2 heures, à part me tourner dans un sens sur le lit. Je n'ai pas énormément bougé. En revanche, j'ai avancé dans Le Jardin des âmes, le tome 1 des brumes de cendre-lune de Georgia Caldera. Je suis page 178, chapitre 21. Je suis arrivée à la moitié du tome 1. Alors, c'est
magnifiquement bien écrit. Je suis sous le charme de la plume de l'autrice et on a deux points de vue différents. On alterne entre les points de vue du personnage féminin et les points de vue du personnage masculin. Et la version audio est narrée par deux acteurs, un homme et une femme. Et je trouve que c'est fantastique. Les chapitres du point de vue de Verlaine sont narrés par l'homme, qui fait aussi les voix féminines, quand c'est de son point de vue. Et les chapitres du point de vue de ses fils sont narrés par la femme, qui fait aussi les voix d'homme, quand on est de son point de vue. Mais je trouve que c'est très très bien fait. Et c'est tellement bien fait que il y a une jonction entre deux chapitres, assez récemment d'ailleurs, où la dernière phrase du chapitre précédent du point de vue de Céphise est reprise au tout début du chapitre suivant du point de vue de Verlaine. Donc, et c'est Verlaine qui parle. Donc à la fin du chapitre du point de vue de Céphise, c'est la femme qui prononce ces paroles. Et quand l'acteur prononce les mêmes mots de la bouche de Verlaine, je trouve que le ton est respecté. Même si évidemment la voix est différente, mais je trouve que c'est assez proche et c'est plutôt admirable, je trouve. J'apprécie énormément l'histoire, c'est une histoire très sombre. On est sur un récit adulte, clairement. On est sur un mélange de dystopie. Vous savez ce que je pense de la dystopie. Mais je trouve que ça passe dans cette histoire parce que c'est écrit de manière plus fantasy, avec une plume plus fantasy que vraiment science-fiction. Même si on a les soldats de la garde impériale qui sont mécaniquement modifiés pour être... ils sont presque plus humains en fait. Ils sont branchés de partout, un peu comme des robots. Je crois pas que j'ai de visuel à vous montrer parce que c'est pas illustré. À part les end pages que je n'avais pas vu. C'est pas grave, ça n'a rien de spoilant. Et en fait, vous voyez sur la couverture, donc c'est Céphise, qui est une rapiécée. Donc on assiste, comme je m'en souvenais, effectivement, dans le prologue. Alors on n'assiste pas directement au massacre, mais l'empereur Dieu, qui est le dieu des dieux, qui s'appelle Orion, est tout puissant et omniscient, et il règne sur Cendrelune d'une main de fer. Et si un de ces sujets a la moindre pensée déviante, de rébellion, tous les dimanches, c'est un peu la récolte, et il y a un sacrifice qui est fait, et les gens qui n'ont ne serait-ce que pensé à se rebeller ou qui ont eu l'idée ou qui se sont interrogés sur le gouvernement en place et sur la légitimité et la toute-puissance de ces dieux, ces personnes sont récoltées et condamnées. L'histoire commence par la famille Valence, donc la famille de Céphise, qui voit débarquer chez elle la garde royale, accompagnée de l'ombre qui est le bourreau, en fait. Et la garde royale n'est pas là pour les punir, pour les punir. La principale raison pour laquelle la garde royale est là, c'est parce que le frère de Céphise, qui est très jeune, qui a, je sais plus, 11 ou 14 ans, je sais plus, a été sélectionné pour intégrer la garde royale, c'est-à-dire pour devenir ce genre de combattant guerrier presque intuable, mais dépourvu de toute pensée indépendante, et l'opération, qui consiste à modifier son corps, est souvent létale. Donc il y a une chance sur 2, peut-être même plus, qui ne résiste pas à l'opération. Donc son frère est emmené, et en prévision de la haine que leurs parents vont vouer au dieu des dieux pour cette décision, leurs parents sont emmenés et sont exécutés. Pour un crime qu'ils n'ont pas encore commis. Mais rien que l'anticipation de la haine qu'ils vont vouer à leur empereur, ils sont punis en prévision. Et leur père résistant et leur père maudissant l'ombre, donc le bourreau, Céphise est également emmenée, pas pour être exécutée, mais pour être punie, et elle est punie en étant rapiécée. Elle est amputée du bras gauche et de la jambe droite, et on lui met des membres mécaniques à la place. Membres qui sont
façonnée et implantée, oui, greffée plutôt, par Héphaïstos en personne, l'un des 11 enfants d'Orion, Dieu Tout-Puissant. Donc on a cette mythologie grecque qui s'intègre à cet univers qui, vraisemblablement, serait le nôtre, mais dans un futur très lointain, où notre civilisation n'existe plus, mais où certains humains vivent encore avec ce nouvel empire et cette nouvelle religion. Donc on a Héphaïstos, on a Eurydice, on a... je ne sais plus comment elle s'appelle. Rhadamante. Il y a plein de noms de dieux comme ça très connus. Et donc Verlaine. Verlaine est le 11e enfant, le 11e fils, enfin le 11e enfant parce qu'il n'a pas que des fils, le 11e enfant d'Orion, Dieu Tout-Puissant. Verlaine est le fruit d'une expérience, le fruit d'une union contre nature. Je ne sais pas encore qui était exactement sa mère. Enfin, si, je sais qui était. Je sais pas qui était sa mère. Si, c'est pas dit clairement, mais sa mère devait être humaine. Et donc Verlaine est le fruit de l'union entre Orion, le dieu tout-puissant, et une humaine. Sa mère est décédée quand il avait 3 ans parce que Verlaine a ce site particulier qu'il est donc à moitié humain. Et si tous les dieux ont des pouvoirs, son pouvoir à lui est extrêmement particulier. Son sang est constitué de poison et les émanations produites par son sang sont toxiques et mortelles. Donc c'est pas mortel pour lui, évidemment, hein, sinon, vu que c'est son sang, il serait mort depuis longtemps. Mais je suppose qu'il a dû y avoir un accident quand il était très jeune, et c'est son sang qui a tué sa mère. Et donc à chaque fois que coule son sang, les gens qui respirent le même atmosphère sont empoisonnés et meurent instantanément. Et je me souvenais que Verlaine n'est autre que l'ombre, elle-même, lui-même. Ombre qui se balade systématiquement sous cette armure, sous ce masque d'obsidienne. Donc, et Verlaine joue du piano et ses fils jouent du violon. Et la nuit, donc elle vit dans la forêt des damnés. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, même si c'est déjà beaucoup trop détaillé à mon goût. Et la nuit, elle entend parfois Verlaine jouer du piano, même si évidemment elle ne sait pas que c'est lui qui joue du piano. Et ils jouent ensemble, en fait, ils s'accordent sans se connaître. Et un beau jour, elle a son meilleur ami qui s'appelle Halfdan. Et ils sont ensemble à l'académie. Elle joue du violon et lui, il chante. Et un beau jour, Halfdan va découvrir dans les affaires de sa défunte mère une illustration. Une illustration qui représente un humain tenant tête à un dieu, ce qui est tout bonnement un blasphème dans cette société. Et ce qui est très bizarre, c'est que depuis qu'elle a été rapiécée, je vous l'ai dit, Orion est omniscient. En principe, il est censé accéder aux pensées de tous ces sujets, et en particulier des rapiécés, puisque Héphaïstos, en construisant ses membres de métal, leur insuffle quelque chose qui fait que l'accès aux pensées des personnes rapiécées est encore plus facile pour Orion qu'avec les sujets humains purs. C'est comme ça qu'ils sont décrits dans l'histoire. Ça ne marche pas avec ses fils, ça ne marche pas du tout même, puisque la haine qu'elle éprouve envers Orion et tous ses dieux grandit de jour en jour, année après année. On est 4 ans après l'exécution de ses parents et la disparition de son frère, qu'elle n'a pas revu. Elle ne sait pas si son frère a survécu à l'opération. Peut-être que c'est l'un de ses gardes, elle ne le sait pas. Et pourtant, elle n'a jamais été punie pour toutes ses pensées blasphématoires. Et son meilleur ami découvre donc le fameux dessin. Et il décide de se rebeller un peu et de placarder ce dessin dans les rues. Ça n'a, dans un premier temps, pas de conséquences, jusqu'à ce qu'une Vestale, qui est elle est elle aussi rapiécée, et elle est assez particulière. On sent qu'elle a une connaissance d'un monde, d'un autre monde, qu'elle a des pouvoirs. On va découvrir que ses fils a également des pouvoirs, que son sang a les propriétés de guérir. Cette femme, donc la Vestale, elle va recruter les enfants orphelins des rues pour reproduire à l'échelle de la ville entière le dessin qui avait été placardé précédemment par Halfdan et ses fils. Et ce faisant, la ville va se voir punie
par Orion, qui va massacrer une partie de la population. Nos deux personnages vont miraculeusement s'en sortir. Et en représailles, Orion a décidé de demander à son ombre, donc Verlaine, de recueillir un maximum d'enfants orphelins, responsables vraisemblablement de ces graffitis. Et tous ces enfants sont envoyés chez Héphaïstos et ils sont tous rapiécés, ils sont amputés des 4 membres et leurs membres sont remplacés par des membres mécaniques. Sur tous ces enfants, il y en a la moitié qui ne survivent pas. Et Céphise est ensuite appelée pour aider à soigner et à guérir ces enfants rapiécés. Il y a un enchaînement d'actions, de circonstances. Bref, elle va se retrouver face à face avec l'ombre parce qu'elle a décidé qu'elle en avait assez, surtout que Halfdan est en train de mourir. Elle vient de le... Elle l'a sauvé, elle a réussi à guérir la blessure qu'il s'était vu infliger par l'ombre parce qu'ils sont partis à sa poursuite en fait pour tenter de protéger les enfants. Ils se sont retrouvés face à lui et l'ombre a massacré toutes les personnes avec qui il était, lui et son père. Et le père d'Halfdan a réussi à le ramener en très très mauvais état. Et ses fils a réussi à le guérir, mais il ne se réveille pas. Donc, elle décide de partir confronter l'ombre parce que ça suffit, elle en a assez. Et elle est persuadée que ce serait un... C'est peut-être le truc de la dernière chance, elle sait très bien qu'elle ne pourra jamais atteindre Orion, mais au moins elle pourrait se venger de l'ombre qui est responsable d'après elle de la mort de ses parents. Et elle découvre que l'ombre, parce qu'elle réussit à lui briser son masque, son casque, elle découvre que l'ombre n'est autre qu'un humain, Verlaine, donc elle ne sait pas qui il est, mais elle découvre que c'est un humain. Et il y a quelque chose d'étrange qui se passe entre eux. Ils se retrouvent projetés tous les deux dans un genre de monde parallèle, un peu comme dans un rêve. Et ils se parlent comme s'ils se connaissaient depuis toujours, et surtout ils s'avouent leurs sentiments, ils se disent qu'ils s'aiment. Et ensuite ils reviennent à la réalité, et ses fils ne comprend pas ce qui se passe, Verlaine ne comprend pas ce qui se passe. Ses fils est absolument outré parce qu'il est absolument hors de question pour elle, c'est impensable qu'elle puisse tomber amoureuse de la personne, de l'homme responsable de la mort de ses parents. Et Verlaine décide que c'est vraiment trop étrange et il peut pas la laisser partir, donc il va l'enfermer dans les cachots. Il va demander à ses gardes, donc ces espèces de machines là, enfin ce sont des hommes mais améliorés, de l'emmener dans les cachots et en gros j'en suis là. On se retrouve à la scène suivante, elle a été faite prisonnière, elle est très très malmenée et Verlaine pète un câble parce qu'il ne supporte pas de la voir dans cet état et donc il va probablement, même très certainement, tuer tous les gardes pour pouvoir discuter avec elle et la sauver. J'en suis là de cette histoire. J'adore les personnages, j'aime l'héroïne, j'apprécie ses capacités, j'apprécie qu'elle-même ne soit pas totalement sûre d'elle et qu'elle soit consciente qu'elle ne maîtrise pas tout et qu'elle ne comprend pas tout ce qui se passe autour d'elle. Je suis très curieuse de savoir ce qui va se passer avec la Vestale, vers où on va évoluer. Je suis intriguée par l'univers qu'a créé l'autrice, par les inspirations qu'elle a utilisées pour créer son univers, et par le lien que ce monde a avec le nôtre. Parce que je pense qu'il y en a un. Rien que le prénom Verlaine déjà, pour commencer. Orion a nommé son fils Verlaine en honneur à son poète préféré. Verlaine est un poète qui a existé dans notre monde, donc je me dis qu'il y a forcément un lien, c'est pour ça que je vous parle un peu de dystopie. Je suis curieuse de savoir comment on est arrivé de là maintenant chez nous à ce monde-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a certaines personnes, dont la Vestale ferait partie par exemple, qui seraient encore familières de cet ancien monde? Et surtout, comment va évoluer la relation entre Céphise et Verlaine, d'autant que la relation entre Céphise et Halfdan venait de commencer à évoluer en quelque chose de romantique, alors qu'ils étaient amis depuis très longtemps. Donc on est sur un potentiel triangle amoureux. Vous savez que je suis pas trop fan de ce trope, mais bon. J'aime énormément, c'est vraiment très très sombre, c'est dur, il y a beaucoup de sang, de torture, de dureté dans les propos des personnages parce que Verlaine étant ce qu'il est, c'est-à-dire un mi-homme, mi-dieu, il est martyrisé par ses frères et sœurs, en particulier par Héphaïstos. Et il y a aussi
quelque chose de très particulier avec Héphaïstos, c'est que il y a, alors comment elle s'appelle? Proserpine. Proserpine a été capturée. Proserpine, c'est un personnage féminin qui vraisemblablement a des visions. Et elle a été capturée par Orion et elle est maintenue en captivité dans les cachots. Elle est maintenue attachée en l'air par des câbles qui la parcourent de manière à ce qu'elle puisse s'alimenter, respirer convenablement, etc. Mais un peu comme, imaginez un peu comme une machine en fait, sauf que c'est un être humain, avec des visions. Et Héphaïstos est tombé sur elle tout à fait par hasard en se rendant une fois dans les cachots et ils sont tombés amoureux. Donc il y a aussi cette relation entre eux deux qui est absolument terrible parce que elle, ayant des visions du futur, elle sait très bien que quoi qu'ils tentent, ils ne s'en sortiront pas. Héphaïstos ne peut pas la libérer pour qu'ils fuient tous les deux parce que le jour où ils seront retrouvés, c'est pas si, c'est le jour où, parce qu'elle sait que ça arrivera, lui sera tué et elle sera remise en captivité. Elle ne peut pas non plus lui demander d'abréger ses souffrances à elle parce qu'elle sait que lui sera tué. Et voilà. Et elle sert un petit peu de trame de fond, même si pour l'instant je l'ai vue qu'une seule fois dans l'histoire, parce qu'elle tisse justement la trame de l'avenir de cette histoire. Donc je suis curieuse d'en apprendre un petit peu plus aussi sur elle. Et je me souvenais absolument pas du tout de ce personnage dans l'histoire. Donc je suis contente de relire le tome 1. Je vais de ce pas me pencher sur la suite. J'en ai pour à peu près encore 2h, 2h15 je crois. Et je vous retrouverai à la fin pour vous donner mon ressenti final sur ce tome 1. On est toujours lundi, le 11 décembre. Et je suis toujours au même endroit, mais je me suis changée parce que j'ai fait des choses entre-temps. Après vous avoir repris, j'ai terminé Les Brumes de Sombre Lune, le tome 1 de Georgia Caldera. Et ensuite j'ai fait une séance de sport et ensuite j'ai préparé à manger et on vient juste de finir de manger. Donc je me pose pour pouvoir vous donner mon avis sur ce tome 1. Je m'étais arrêtée au moment où Verlaine avait capturé Céphise. Je vais pas trop rentrer dans le détail de ce qui se déroule après. On découvre comment fonctionnent les pouvoirs de Verlaine un peu plus précisément. C'est très particulier, c'est très graphique et dur. Alors, j'ai eu l'impression de me rappeler d'un élément qui m'avait déjà interrogée à l'époque. Je me demande s'il n'est pas question dans cette histoire de réincarnation des deux personnages qui se retrouvent à travers les époques, mais je suis pas sûre parce que la fin du tome 1 n'est pas suffisamment éclairante à ce sujet. Ils ont un lien, c'est clair, quand ils se rencontrent, je vous l'ai dit, ils se connaissent, ils se sont connus par le passé, ou j'en sais rien, ou dans une autre vie, peut-être, probablement. On découvre comment la mère de Verlaine est décédée, puisque en pénétrant dans cet autre monde dans lequel il se retrouve parfois, Céphise réussit à atteindre ses souvenirs, des souvenirs qu'il avait complètement enfouis et dont il avait oublié la teneur, et on découvre que c'est effectivement lui qui a tué sa mère quand il avait 3 ans, totalement involontairement, mais c'est à cause de ses pouvoirs que sa mère est décédée. Et Verlaine rend l'appareil à Céphise et découvre que c'est lui qui est responsable de la mort de toute sa famille, enfin toute sa famille, de ses parents. On n'a toujours pas plus d'infos que ça sur le frère de notre héroïne. Et la suite du récit, là où je m'étais arrêtée, se concentre presque exclusivement à la cathédrale, donc dans les appartements de Verlaine. Et leur relation commence un peu à évoluer parce que ses fils découvrent que Verlaine sait lire. Et les livres sont des objets interdits dans cet univers. Donc elle lui demande de lui apprendre à lire, ce qu'il va faire. Et du coup, forcément, va y avoir un autre lien qui va commencer à se créer entre eux, sauf que ses fils ne peuvent pas s'empêcher de se souvenir que Verlaine est responsable de la mort de ses parents. Et elle lui en veut toujours et elle va tenter de l'assassiner. Verlaine va finir par comprendre ça et comprenant totalement les raisons qui font que Céphise le hait, même si lui, clairement, il sait qu'il y a plus que cette haine entre eux, il y a vraiment un lien, mais il n'arrive pas à déterminer quoi. Il va pas l'empêcher d'aller au bout de son geste et le tome 1 se termine pile poil au moment où Céphise poignarde Verlaine en plein cœur et où ce dernier lui ordonne de fuir puisque,
comme je vous l'ai expliqué, son sang est toxique et les émanations qui en résultent sont mortelles. Donc, il lui demande de fuir, il l'empêche même pas de le tuer, il se laisse complètement faire. Et donc on s'arrête là, au moment où Verlaine demande à ses fils de s'enfuir. J'ai adoré, c'était trop bien. Ma note a légèrement baissé par rapport à ma première lecture, mais je considère que c'est aussi parce que mon goût de lectrice s'affine. Je lui avais mis 19 sur 20 sur Livre Addict quand je l'avais lu la première fois, et je l'avais lu la première fois en 2020, donc c'était il y a 3 ans, presque 4, parce que c'était le 26 janvier 2020 précisément. Ouais, presque 4 ans. Cette fois-ci, je lui ai mis 18 sur 20, ce qui est quand même une excellente note, 5 étoiles sur Goodreads. J'ai mis 8 au personnage parce que j'ai un peu de mal avec Halfdan et ce côté de la vie de ses fils. Et je trouve qu'il y a des sujets que l'autrice n'aborde pas suffisamment en profondeur. Et ça, c'est plus dans l'histoire. C'est pas vraiment à cause des personnages. Mais les personnages m'ont laissé un petit peu sur ma faim pour certaines choses. J'ai mis 10 pour l'atmosphère, c'est absolument phénoménal, je vous l'ai dit, c'est très sombre. On sait, enfin, on pense savoir qu'on se trouve dans notre monde, sauf qu'il y a cette espèce de brume, de cendre constante, cendre-lune, les brumes de cendre-lune, qui imprègnent l'atmosphère. Et on découvre même à un moment donné dans l'histoire que en fait, la Terre est stérile et la seule façon pour les habitants de se nourrir, c'est des produits de synthèse, des genres de céréales de synthèse, de la bouillie de céréales de synthèse. Et il y a un jardin qui se trouve dans la cathédrale et qui est le seul endroit où poussent des fruits et des légumes. Et donc seuls les dieux se nourrissent de vrais fruits et légumes et pas de trucs de synthèse. Ce jardin est alimenté grâce au pouvoir de Verlaine qui, après avoir absorbé les âmes de ses victimes pour empêcher que leur mort soit douloureuse, parce qu'en réalité, son sang, il est mortel parce qu'il pousse les gens immédiatement au suicide. Donc avant que les gens ne puissent attenter à leur jour, Verlaine aspire leurs âmes de manière à ce que ce ne soit plus que des coquilles vides, et ensuite c'est seulement des réflexes musculaires qui font que les gens se tuent. Mais il est obligé de recracher ses âmes, et sous une forme de brume qui s'échappe de son corps. Et c'est ça qui nourrit le jardin, et qui fait que les plantes poussent, mais seulement à cet endroit de la ville. Et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Oui, l'atmosphère. Et on apprend que les gens qui meurent dans cette histoire, donc tous les gens qui sont massacrés tous les dimanches, ou les gens qui meurent à cause de la maladie de la brume, je ne sais pas encore en quoi ça consiste exactement parce qu'on n'en a pas parlé plus que ça dans l'histoire, sont incinérés. Il n'y a pas de cimetière, tous les gens sont incinérés. Et en réalité, les cendres de cette brume sont en partie constituées des gens qui sont incinérés un peu plus loin dans la ville. Donc c'est dégueulasse. Mais c'est vraiment ce côté très froid, ouais, vraiment sombre et une atmosphère irrespirable. Le style de l'autrice, je vous l'ai dit, j'ai adoré. J'ai pas trouvé qu'il y avait de faute. Est-ce que c'est parce que j'avais la version audio et du coup c'était extrêmement fluide? J'ai adoré l'alternance des points de vue qui n'arrive pas forcément à chaque chapitre. Et j'ai aussi apprécié que on a donc les chapitres du point de vue de Verlaine où il parle en son nom, donc à la première personne. Idem pour les chapitres du point de vue de ses filles où elle parle en son nom à la première personne. Mais on a aussi quelques chapitres du point de vue de personnages secondaires. Héphaïstos, Proserpine et un ou deux autres personnages qui sont d'un point de vue un peu plus omniscient. On n'a pas leur propre voix qui s'exprime, mais on a leur point de vue à travers un narrateur omniscient. Et j'ai trouvé que c'était vachement bien, ça permettait de vraiment rythmer l'histoire. L'histoire, justement, je lui ai mis 9 sur 10. Je vous ai pas dit, je crois, mais l'atmosphère 10, le style 10. L'histoire, je lui ai mis 9 sur 10 dans Copile, à cause de ces sujets que l'autrice aborde et qui, pour moi, ne sont pas assez approfondis, notamment le fait que Orion, donc le dieu des dieux, et le père des dieux, demande à son dernier fils d'épouser sa propre sœur. Demi-sœur, puisque, on le sait, Verlaine est le fruit de l'union entre Orion et une humaine, donc sa sœur Eurydice, je crois que c'est ça, n'est que sa demi-sœur, mais ils ont quand même le même père, c'est donc un inceste, clairement.
Et ça pose de problème à personne. Enfin, chez les dieux, ça leur pose pas de problème. Dans la mythologie, c'était le cas aussi, c'était déjà... Voilà. Mais je trouve que l'autrice aurait pu installer un discours un peu plus critique par rapport à cette situation. Elle dit très bien que c'est chez les dieux, c'est différent de chez les humains, ils n'ont pas la même vision du monde, etc. Mais je trouve que c'est pas suffisant. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de critique par rapport à ça. Et surtout Verlaine qui a un petit peu de mal pour l'instant à remettre en cause son statut et son rôle dans cet univers. Le côté intriguant de 2010, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer et j'ai toujours très envie de savoir ce qui allait se passer, ce qui va se passer d'ailleurs, vu la façon dont se termine le tome 1. J'allais dire, je ne sais pas pourquoi je me suis pas tout de suite jetée sur le tome 2, mais en fait si, je sais, c'est parce qu'à l'époque le tome 2 n'était pas encore sorti. Et ensuite j'ai laissé traîner, et quand le tome 2 est sorti, je ne l'ai pas acheté tout de suite, je ne me suis pas procuré, je ne l'ai pas lu, et du coup j'ai complètement oublié l'histoire. Donc je suis contente d'avoir l'intégrale pour pouvoir le lire d'une traite, parce que vraiment ce cliffhanger, c'est un petit peu du génie. J'ai mis 8 à la logique, plus ou moins pour les mêmes raisons que celles que je vous ai déjà exposées par rapport aux sujets qui sont pas forcément hyper approfondis à mon goût, et aussi, ce qui est totalement redondant, par rapport au comportement de ces filles. Je la trouve un peu... Elle s'est battue, pas toute sa vie, mais les 4 dernières années, entre le moment où ses parents ont été assassinés, ont été exécutés, et aujourd'hui, elle a toujours eu cette volonté, et c'était le but de sa vie, de tuer l'ombre. Et au moment où elle en a l'opportunité, elle est prise de pitié pour lui, et du coup elle ne le fait pas. Bon, elle le fait plus tard, hein. Je vous ai dit que ça se terminait par elle qui plantait un couteau dans son cœur, donc elle le fait quand même, mais plus tard. Pas tout de suite. Ce qui fait qu'entre-temps, leur relation a un peu le temps de se développer aussi. Donc, pour moi, ça, c'était un petit peu un manque de logique. Je ne sais pas, peut-être que l'autrice aurait dû intégrer un élément à cette histoire qui fait que la situation dans laquelle ils se sont retrouvés n'est pas lieu de la même manière et que du coup, ses fils n'auraient pas eu l'occasion à ce moment-là de le tuer. Je sais pas. Mais pour moi, ça manquait un petit peu de logique. Et... la déclaration d'Halfdan aussi, sa déclaration d'amour, ouais, je la comprends pas trop. Je suis un petit peu dubitative. Et surtout, j'ai pas envie d'un triangle amoureux. Donc bon, on va voir ce qu'il en résulte. Plaisir à la lecture, 10 sur 10. Voilà, c'était vraiment bien. Donc 9,29 dans Copile sur 10, 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment chouette. Je pense pas que je vais commencer le tome 2 ce soir. Je pense que je le commencerai demain dans la voiture en allant travailler. Quoique j'hésite. Est-ce que... Ouh, un personnage que je ne connais pas. Si le roman avait repris exactement à l'instant où se terminait le tome 2, j'aurais peut-être commencé ce soir. Mais là, c'est pas le cas. On a le chapitre 1 et du point de vue d'un personnage dont je n'ai encore jamais entendu parler. Donc je vais attendre demain matin pour le commencer et en attendant je vais me replonger un petit peu dans Un jour de nuit tombée, mais pas longtemps parce que j'ai lu beaucoup aujourd'hui. En dehors de celui-là, j'ai lu aussi 2 autres livres, donc même si c'était des lectures très très rapides, je vais faire une petite pause. Le tome 2, je pense, est un peu plus long. Donc là je suis page 352 et je dois aller page 759, ouais, donc il fait un peu plus de 400 pages quand l'autre en faisait 350. Et effectivement, le livre audio est un peu plus long, je crois. Mais le tome 3 est de nouveau un peu plus court. Donc, je vous reprendrai quand j'aurai atteint approximativement la moitié du tome 2, donc la page 200. Et j'ai hâte et j'espère que je l'aimerai autant, voire plus peut-être, que j'ai aimé ce tome 1. On est jeudi et le cadre ne semble pas avoir changé, ce qui est normal parce que je suis toujours au même endroit sur mon lit. Mais entre-temps, j'ai bougé, évidemment, j'ai fait des choses, je suis allée travailler. C'est juste que c'est mon spot de lecture privilégié, on va dire. Alors, je suis arrivée, je pense à peu près à la moitié du tome 2. Je suis page, ça va pas trop vous aider, 577. Je suis chapitre 27 dans le tome 2 des Brumes de Cendrelune qui s'appelle La Symphonie du Temps. Symphonie puisque nos 2 personnages principaux sont tous les 2 musiciens, Verlaine étant pianiste et ses filles étant violonistes. On
On avait terminé le tome 1 par Céphise qui poignardait Verlaine au cœur. Évidemment, Verlaine survit, sinon c'est pas drôle. Et je vous ai dit, quand je vous ai quitté la dernière fois, que je n'allais pas commencer tout de suite la lecture du tome 2, parce que en regardant un petit peu le chapitre 1, on avait le point de vue d'un personnage que je ne connaissais pas encore, et j'en ai déduit qu'on n'allait pas reprendre exactement à l'endroit où on s'était arrêté dans le tome 1. Mais à culpa, en réalité on reprend exactement à la seconde près là où on s'est arrêté dans le tome 1, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est juste que le chapitre 1 du point de vue d'Olympe est un chapitre du point de vue d'un nouveau personnage, mais dès qu'on a terminé le chapitre 1, à partir du chapitre 2, on reprend là où on s'était arrêté. Céphise va se rendre compte de ce qu'elle a fait, va être horrifiée par ce qu'elle a fait, et grâce à ses pouvoirs de guérison, pouvoirs très particuliers, elle va réussir à sauver la vie de Verlaine. Il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Leurs sangs vont se mêler, elle va respirer, alors que le sang de Verlaine coule, et cependant elle ne va pas mourir, il ne va rien se passer, si ce n'est que le sang de Verlaine va commencer à se transformer en une substance, il me semble, dorée, comme est représenté souvent, régulièrement, le sang des dieux, cette substance mordorée, un sang doré, quoi. Ce qui est très étrange, c'est que jusqu'à présent, Verlaine, quand il pleure, ses larmes sont d'argent, enfin argentées en tout cas, et on assiste également à une scène où Rhadamante est torturée par leur père, et où on voit son sang couler, et son sang est argenté également. Donc pourquoi le sang de Verlaine, combiné à celui de Céphise, est-il doré? Première interrogation. Verlaine commence à comment il avait déjà commencé dans le tome 1 à remettre un peu en cause ce que lui dit son père et ce qu'il pense connaître, ce qu'on lui a toujours appris. Mais là, il tient tête, c'était ça que je cherchais comme expression, il tient tête ouvertement à son père. Il refuse d'exécuter les sacrifices du dimanche, les sacrifices aléatoires du dimanche. Et va y avoir évidemment des conséquences. Céphise est donc au palais, elle va tenter de s'enfuir, mais Héphaïstos va la rattraper parce que Proserpine a annoncé à Héphaïstos que Verlaine et Céphise devaient absolument rester en vie, parce que c'était eux la clé du futur, en fait, c'est grâce à eux que les choses vont changer. Donc Héphaïstos, malgré sa haine pour son frère, enfin son demi-frère, va sauver la mise de Céphise, qui, au moment où elle va tenter de s'échapper, va être interceptée par un des prélats, donc un des religieux de la cathédrale, et Héphaïstos va donc présenter Céphise à la cour comme étant la maîtresse, la favorite en titre de Verlaine, donc de l'ombre du premier, comment on appelle ça, premier exécuteur, je crois que c'est ça, de l'empereur. Personne encore ne sait que Verlaine est le fils d'Orion, sauf ses frères et ses demi-frères et demi-sœurs et les membres de la garde. Céphise vient de l'apprendre là, à peu près à la moitié du bouquin. Bon, concrètement, ça change pas grand-chose pour l'instant pour elle. Effectivement, elle se dit que s'il lui avait dit dès le départ, ça n'aurait pu que aggraver éventuellement leur relation. Ça lui aurait peut-être permis de comprendre certaines choses, mais voilà, ça n'aurait pas été forcément pour le mieux. En dehors de ça, on a donc Olympe, qui est un nouveau personnage, qui est une jeune fille issue d'une famille pas forcément aisée, mais elle fait partie des rares familles issues de la petite noblesse qui ont un appartement à la cathédrale. Et sa mère essaye coûte que coûte de faire d'elle quelqu'un, pas forcément d'important, mais de bien la marier et de faire en sorte qu'elle soit remarquée par un haut fonctionnaire de manière à pouvoir garder sa place à la cour. Et elle est repérée par un des prélats, donc un des religieux là, et c'est pas quelqu'un de bien du tout. Il la bat,
et il la bat d'autant plus qu'elle se refuse à lui. Donc, frustré de ne pas pouvoir l'atteindre, il va la demander en mariage. Et évidemment, sa mère est ravie parce que c'est un haut prélat, c'est le plus haut gradé, on va dire, à part les dieux et la garde royale, impériale même. Voilà, donc on a cette story annexe, ce fil d'histoire en dessous, quoi, enfin, à côté de l'histoire principale. Et l'histoire principale qui n'avance pas, malheureusement, qui n'avance pas du tout. Verlaine et ses fils continuent à se retrouver régulièrement dans cet autre monde en esprit. Donc ils en apprennent un petit peu plus sur leurs autres eux-mêmes. Ils savent pas encore est-ce que ce sont des avatars d'eux-mêmes, est-ce qu'ils se sont réellement connus dans une autre vie. Je pense que ma théorie se confirme. En tout cas, pour l'instant, rien ne permet d'infirmer ma théorie. Et on a assisté à leur première rencontre. Et donc, en fait, à l'époque, Céphise et Verlaine. Donc, Céphise et Verlaine, ce sont leurs pseudonymes. En fait, Verlaine s'appelle Luc. Enfin, dans cette autre vie, Verlaine s'appelle Luc et Verlaine, c'est son nom de code. Et Céphise, je crois que c'est Iman. Ou quelque chose comme ça. Et donc, ils se sont rencontrés dans un monde au bord de la rupture. Céphise a rédigé une tribune qui a circulé dans l'intranet. Non, pas dans l'intranet, dans l'internet. Non, pas internet. C'est sûr, c'est pas internet. Ou infranet ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est un genre d'internet. Il a été fait mention d'une 4e guerre mondiale. Donc, voilà, ce que je vous l'ai dit, hein, je soupçonne que ce soit notre monde, mais des centaines, voire peut-être pas des milliers, mais des centaines, oh, quoique des milliers. Oh, si, peut-être quand même des milliers d'années plus tard. Et là, Verlaine est en train de s'interroger sur pourquoi. Alors, il y a des livres à la cathédrale, hein, c'est d'ailleurs le seul endroit où il y a des livres. Donc, il réussit à se cultiver et il réussit à retracer un peu l'histoire de l'humanité. Mais la seule chose dont il ne trouve aucune trace, c'est l'arrivée des dieux sur Terre. Comment les dieux sont arrivés sur Terre et surtout pourquoi pourquoi ces dieux sont les avatars d'anciennes croyances, d'anciennes mythologies. Et pourquoi pas de toutes nouvelles entités. Voilà. Donc il s'interroge beaucoup, nous aussi en tant que lecteurs, mais un peu moins, parce qu'on est distrait par l'aspect romantique de l'histoire, je pense. Tout est encore très flou, justement, au niveau de ce monde, au niveau de cet univers créé. L'autrice nous... C'est pas qu'elle nous perd un peu, mais c'est que, malheureusement, je trouve que la façon dont les relations entre les personnages évoluent est tellement intéressante que l'aspect qu'est-ce que c'est que ce Beans, dans quel monde on est, est-ce que c'est notre monde, est-ce que c'est pas notre monde, comment on en est arrivé là, et ben ce sont des questions extrêmement intéressantes mais qui malheureusement passent au deuxième plan. Et même si j'ai toujours très envie de savoir, ben j'y pense plus forcément beaucoup. Je trouve également malheureusement qu'il y a beaucoup de répétitions. Alors, je ne sais pas s'il y en avait déjà dans le tome 1 et je m'en suis juste pas rendu compte, mais là, vraiment, depuis le début, j'en suis qu'à la moitié, je pense que j'ai dû lire du coup approximativement 200 pages. Je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont répétées et pas seulement d'un tome à l'autre. Parce qu'on pourrait se dire, bon, si c'est d'un tome à l'autre, c'est pas très grave. Admettons que, comme moi, les gens n'aient pas sauté tout de suite sur le tome 2 parce qu'ils ont lu le tome 1 quand il est sorti et ensuite ils ont dû attendre la suite. Au moment où ils ont commencé à lire le tome 2, les quelques rappels que fait l'autrice peuvent être les bienvenus. Mais là, on a des répétitions de choses et de... Comment ? Les personnages qui analysent un peu ce qui a été dit dans un dialogue, déjà du tome 2. Donc c'est assez répétitif malheureusement. Ouais, je suis un peu moins convaincue par le rythme dans ce tome 2 et du coup par le style. Alors le style de l'autrice est toujours bon, fluide, etc. Mais je trouve que c'est trop redondant et c'est un peu dommage. J'ai l'impression que ça
traîne en longueur en fait. J'aimerais bien que les choses se débloquent parce que là, je vois pas trop où l'autrice veut m'emmener en fait. J'avais pas forcément d'idée à la fin du tome 1, mais c'était pas dérangeant puisque c'était que le tome 1. Là, je suis à la moitié du tome 2. Autrement dit, je suis à la moitié de la trilogie. Je suis à la moitié de l'histoire totale. Et je sais toujours pas où on va. Je sais pas. Donc, j'apprécie l'atmosphère. Le côté assez presque onirique de cette conscience d'identité passée et de se retrouver dans un monde parallèle, je ne sais pas. C'est assez intéressant, mais pour l'instant, c'est encore extrêmement nébuleux. Et j'apprécie un peu moins, du coup, ma lecture du tome 2 pour le moment. Donc, je dois lire un livre pour le boulot cet après-midi. Heureusement, c'est un livre qui est relativement court. Donc, je suis pas sûre que je vais réussir à finir le tome 2 aujourd'hui. Et puis surtout, j'aimerais bien aussi avancer dans mes autres lectures parce que j'ai pas avancé dans Un jour de nuit tombée. J'ai pas avancé dans le tome 2 de l'Automne des magiciens. Et j'ai toujours pas fini The Last Tale of the Flower Bride. Donc, ça craint. Donc, je vais vraiment m'y remettre. Et du coup, je vous retrouverai quand j'aurai terminé le tome 2 pour vous en dire un petit peu plus. Au niveau de l'histoire, je vous ai vraiment pas dit grand-chose. Et pourtant, je vous ai dit que ce vlog serait ponctué de spoilers. C'est juste que vraiment, il s'est pas passé grand-chose. Tout simplement. Ouais. On verra. Donc, je vous retrouverai du coup quand j'aurai terminé. Quand j'aurai terminé le tome 2. Pour vous donner mes notes et mon avis final. Et juste avant de passer du coup à la lecture du tome 3. Et je suis toujours au même endroit. Ce vlog va pas être très intéressant visuellement, mais je suis fatiguée en ce moment et j'ai besoin de me reposer. Donc je passe la plupart de mes moments de libre sur mon lit à lire ou faire d'autres choses. Je viens de terminer le tome 2 des Brumes de Cendre Lune, donc il va me rester cette partie-là. C'est à peu près 340 pages que je vais essayer de lire aujourd'hui du coup. Avec la version audio, ça devrait aller vite. Alors, j'ai ouvert Copile pour noter ma lecture. J'ai moins aimé le tome 2 que le tome 1. Alors, au niveau des personnages, j'avais mis 8 pour le tome 1. Je pense que je vais rester là-dessus. Pour le tome 2. Ou pas? Non, je vais mettre un 7. On a un personnage, on a Olympe, qui arrive du coup dans cette histoire, qui est cette fameuse jeune fille de la cour à la cathédrale, que j'ai pas forcément apprécié. En fait, je vois pas trop l'intérêt pour l'instant de ce personnage. C'est intégrer une histoire secondaire qui, pour l'instant, n'a absolument aucun intérêt. Elle serait pas là, ce serait pareil. Je pense que ça va changer dans le tome 3. Puisque, avant de vous donner ma note, je vais peut-être vous dire un petit peu ce qui se passe. Dans la première partie, c'était pas encore passé grand-chose de vraiment absolument extraordinaire, mais à la fin du tome 2, Céphise et Verlaine ont bien compris qu'ils étaient les réincarnations d'eux-mêmes d'une vie antérieure, mais altérée. Dans cette vie antérieure, ils ont créé Janus, qui est en gros la première déesse, qui est une intelligence artificielle inspirée physiquement par Céphise et créée intellectuellement par Verlaine. Et en gros, ils lui ont son cerveau informatique contient toutes les connaissances du monde. Et elle est censée, donc dans cet univers alternatif, enfin dans le passé en gros, elle est censée servir d'ambassadeur pour transmettre les informations aux populations afin que celles-ci adoptent les bons gestes pour tenter de sauver la planète et l'humanité. Elle n'a pas été créée pour être pacifiste, contrairement à ce que l'organisation dont Verlaine et Céphise font partie souhaiterait.
là, Verlaine et ses fils, dans le passé, ils ont bien compris que désormais, la non-violence, c'était malheureusement plus une option. Et que seule une attaque forte pourrait convaincre les différentes nations de les écouter et de tenter de se sauver eux-mêmes. Donc, on en est là, dans le passé, et donc dans le présent, il se passe plus ou moins toujours les mêmes choses, sauf que ses fils et Verlaine ont accepté la relation qui les lie, bien qu'encore avec quelques réticences du côté de ses fils, parce que Verlaine est quand même responsable. Pas responsable, mais il a quand même exécuté ses parents, tout simplement. Il a participé aux exactions de son père. Donc même si ses fils, sa haine s'est reportée sur l'empereur, Orion, elle est quand même pas encore complètement convaincue par les sentiments qu'elle éprouve pour Verlaine. À côté de ça, on va découvrir donc, je vous ai dit que leur sang mêlé va créer une nouvelle substance, et en réalité, à la toute fin, on va comprendre que c'est grâce à cette substance qu'ils vont pouvoir détruire les dieux, et notamment probablement Orion, puisque pour sauver ses fils, Verlaine tue Eurydice, sa sœur qu'il était censé épouser, puisque elle s'en est pris à elle. Donc voilà, et ils fuient tous les trois, donc ses fils Verlaine et Olympe fuient la cathédrale parce que Orion a découvert que... Enfin, Orion sait tout, je ne sais pas comment, mais Orion sait tout. Donc il sait que Verlaine et ses fils sont les réincarnations d'un passé, qu'ils sont tous les deux à l'origine de la création de Janus, et je n'ai toujours pas encore compris quelles étaient exactement les intentions d'Orion, quel est son but. Je ne sais pas. Parce qu'il insiste vraiment pour que Verlaine conserve son rôle en tant qu'exécuteur, mais aussi surtout parce que ça lui permet de récolter des âmes qui lui permettent de rendre la vie au jardin. Donc j'ai un peu de mal à comprendre quels sont ses objectifs. Mais évidemment, je le découvrirai dans le tome 3, enfin j'espère. Voilà, on a eu quelques petites scènes entre Héphaïstos et Proserpine aussi, qui sont toujours déchirantes, parce que la situation dans laquelle est Proserpine est vraiment horrible. Et on a aussi assisté à plusieurs scènes avec Laurienne, je crois il s'appelle. L'enfant rapiécé, le jeune adolescent qui a été récupéré par la Vestale. Et tous ces enfants qui ont été rapiécés suite à leur sédition, avec les dessins là, montrant un humain s'opposant à un dieu. Vilma, la plus jeune, va être assassinée. Enfin, va mourir. Elle va être... assassinée, non, mais elle va mourir dans une de leurs attaques. Et les enfants vont se rendre compte que grâce à leurs nouveaux membres mécaniques, ils ont une certaine force, une certaine puissance qui va leur permettre de détruire les armures créées par Orion et Héphaïstos, et donc de se défendre face aux gardes impériaux. Donc il va y avoir un vrai massacre, enfin plusieurs massacres même dans l'histoire. C'est toujours dur, c'est toujours très graphique. On retourne plusieurs fois aussi dans le passé de ses fils et Verlaine, du coup à travers ce lien mental qui les lie, un lien qui les lie. N'importe quoi. Bref, vous avez compris. Et donc, l'histoire se termine par Verlaine, ses fils et Olympe qui s'enfuient et qui se retrouvent à la forge de Lothaire. On découvre que Halfdan, qui est dans le coma, il est dans le coma parce qu'en réalité, Verlaine a aspiré son âme, mais ne l'a pas encore relâché. Et le maintient entre deux, en fait, mais totalement involontairement. Verlaine ne le fait pas exprès. D'ailleurs, pendant longtemps, lui-même ne sait pas qui est cette âme. Et donc, ses fils comprend qu'elle peut sauver Verlaine grâce à leur sang mêlé, puisque leur sang mêlé a permis de tuer une déesse. Donc elle se dit que si leur sang mêlé, en utilisant les pouvoirs de Verlaine, peut tuer une déesse, leur sang mêlé, en utilisant ses pouvoirs de guérison, peut sauver presque n'importe qui. Donc elle sauve Halfdan, qui se réveille et qui est en mode love love, oh mon amour, tu m'as manqué, nanana. Donc panique entre ses fils et Verlaine, forcément, parce que
parce qu'ils se sont embrassés et tout, nanana, c'était trop bien. Et là-dessus, la Vestale, cette commence. On découvre qu'en fait, depuis le départ, son plan, c'était de capturer Verlaine. Et ses fils, il les a emmenés dans la gueule du loup, en fait. Donc Verlaine est fait prisonnier, et il a été obligé de relâcher l'âme de Rhydis qui venait d'ingérer, du coup, puisqu'il venait de tuer sa sœur avant de s'enfuir. Et donc l'âme de la déesse est dans les mains de la Vestale. Et les gens congratulent ses fils parce qu'ils pensent que ses fils a participé à ce plan. Et Verlaine aussi, du coup, pense que ses fils a participé, est complice de ça. Et en gros, l'histoire se termine comme ça. Verlaine est emprisonnée. Ses fils est complètement déboussolée parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle comprend qu'elle est victime d'un piège, mais elle ne comprend pas dans quelle mesure, comment, pourquoi. Et en même temps, il y a Halfdan d'un côté qui la retrouve et qui est fou amoureux d'elle. Et de l'autre côté, il y a Verlaine dont elle est amoureuse. Et ce sont des âmes sœurs. Et enfin, voilà. Donc c'est la panique. Et l'histoire se termine de nouveau sur ce cliffhanger de Verlaine dans une très mauvaise posture. Ah oui, et je vous ai pas dit, mais vraisemblablement, absorber l'âme de sa sœur et la relâcher a permis à son côté, à la part déifique. Je ne suis pas sûre que ce soit ce mot que je cherche. À sa part de Dieu, il est mi-dieu, mi-homme, donc à sa part de Dieu, de prendre son essor, et il y a des ailes qui lui poussent dans le dos. Voilà, donc des ailes noires en plus. Wow. Donc ouais, je sais pas trop où l'autrice nous emmène. Non, toujours pas, puisque je ne connais pas du tout le but de l'histoire. Je vois le cheminement qu'elle prend. Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont va se dérouler le tome 3. C'est assez perturbant d'un côté, et en même temps, je me dis, bah au moins, ça me laisse la surprise. Du coup, je reviens à ma notation de ce tome 2. Donc pour les personnages, je passe de 8 à 7, à cause d'Olympe qui a une importance, enfin, que pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre. Et à cause de Céphise et Verlaine, qui, je trouve, se tournent autour pendant tellement longtemps. Alors, je comprends les réticences de Céphise, hein, évidemment. Mais, de son côté, Verlaine, ouais, je sais pas, il y a un truc qui m'a dérangé. Au niveau de l'atmosphère, j'avais mis 10, je vais mettre 8, parce que on est cantonné presque exclusivement à la cathédrale. Bon, je vais mettre 9 quand même. 9. Mais je trouve qu'il y a moins le côté découverte et waouh, quel univers fantastique. Maintenant que je suis familière de l'univers, et j'ai rien découvert de plus en fait de cet univers. Le côté fastueux de la cathédrale, que j'avais pas encore trop découvert dans le tome 1, mais pas vraiment apparu. Et je trouve qu'il n'y a pas forcément quoi que ce soit de nouveau. Au niveau du style de l'autrice, malheureusement, j'étais à 10, je crois. J'étais à 10, je vais baisser à 8. Parce que si le style est toujours aussi beau et fluide, il y a énormément de répétitions. Je vous en ai parlé quand j'étais arrivée à la moitié du tome 2. Je n'ai pas compté combien de fois, mais très souvent dans l'histoire, l'autrice se répète. Parfois dans un même chapitre, et pas uniquement pour nous rappeler des événements qui se sont déroulés dans le tome 1. Au niveau de l'histoire, je vous l'ai dit dans la première partie, il s'est rien passé. Donc je vais mettre 8, j'avais mis 9 au tome 1, et encore 8, je vais même mettre 7. Au niveau de l'intrigue, je pense que je vais passer d'un 10 à un 9. Parce que j'ai toujours envie de savoir où on va, mais je trouve que là, j'ai pas été suffisamment récompensée d'avoir lu les 2 premiers tomes. Le tome 2 est le plus long de la trilogie, et je trouve que j'ai pas reçu encore assez de réponses. Donc, évidemment, j'espère que le tome 3 comblera ces lacunes. Au niveau logique, j'avais mis 8 au tome 1, je vais mettre 7 au tome 2, parce qu'il y a plusieurs éléments
qui m'ont dérangé, notamment un où une information est clairement donnée aux personnages principaux, à ses fils en l'occurrence, et quelques paragraphes ou un ou deux chapitres plus tard, ses fils s'étonnent de comprendre l'information qu'on lui a donnée quelques chapitres, quelques paragraphes plus tôt. La présence d'Olympe aussi, qui pour l'instant pour moi n'a aucun sens, enfin je vois pas du tout l'intérêt. Et puis l'histoire des orphelins rapiécés, là encore il y a quelques petits éléments qui m'ont dérangé. Et au niveau plaisir global à la lecture, du coup j'étais sur un 10 pour le tome 1. Je vais passer sur un 8 au niveau du tome 2, parce que il y a certains passages qui m'ont fait lever les yeux au ciel quand même. Donc, ça fait 7,86 sur Copile, c'est-à-dire 15 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Je vais vous laisser là pour l'instant et je vous reprendrai probablement de nouveau dans la même position, au même endroit et habillé pareil, d'ici un peu plus de 2 heures, je pense. Ou peut-être un peu plus, hein, ça dépend si je décide de faire autre chose entre-temps. Mais je vais tout de suite commencer la lecture du tome 3 parce qu'on est lundi et vous êtes censé voir ce vlog jeudi. Alors, je vous reprends un petit peu plus tard que prévu finalement parce qu'entre temps j'ai mangé et j'ai regardé Encanto pour la première fois. J'ai failli pleurer à la fin. Et quand j'ai vu le générique défiler et que j'ai découvert qui avait écrit les paroles des chansons, c'est Lin-Manuel Miranda. Et en ce moment, je suis en boucle sur Hamilton. Donc, forcément, ça ne pouvait que me toucher. Bref, je suis arrivée à la moitié du tome 3. Il me reste environ 170-180 pages, je pense, pour le terminer. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et je vais seulement maintenant avoir enfin les réponses à mes questions. Là, le dernier chapitre que j'ai lu commence à me dévoiler un petit peu ce qui va se passer. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça va tourner. Parce qu'on est à la moitié, et pour moi, la scène qui se déroule maintenant devrait arriver à la fin de l'histoire. Donc, il va encore se passer pas mal de choses. Et notamment la révélation de qui, quand, pourquoi, comment, etc. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai beaucoup de mal avec ses fils J'ai eu beaucoup de mal avec ses fils au début de ce tome 3. Je trouve qu'elle a pris de très mauvaises décisions qui me laissent complètement abasourdie étant donné sa personnalité, la personnalité que lui a créée l'auteur pour les tomes précédents. Pour moi, ça n'a pas de sens, la façon dont ses fils se comportent dans le début du tome 3, pardon. Et quand je dis le début, je veux dire la moitié, hein, la première moitié du tome 3. Très bizarre également ce qui se passe avec Verlaine, les ailes qui lui ont poussé, le fait que sa part humaine ait disparu, oui, mais en fait, pas vraiment. Je suis dubitative et je trouve du coup que c'est long. Je me demande si une trilogie était réellement nécessaire pour raconter cette histoire, d'autant que je ne sais toujours pas où l'autrice va en venir. Donc ouais, j'ai un peu... mon enthousiasme est un peu retombé malheureusement, et je pense pas que ce soit lié au fait que j'ai enchaîné les 3 tomes parce que je l'ai fait pour d'autres séries et ça s'est très bien passé. Là, je commence vraiment à me lasser de pas comprendre ce qui se passe en fait. Enfin, je comprends ce qui se passe, mais je ne sais pas pourquoi. Les motivations d'Orion et d'Orion sont toujours floues à la moitié du dernier tome de cette histoire. Donc là, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais enfin avoir mes réponses. Mais ça arrive un peu tard, à mon goût, et j'espère que la dernière partie de cette histoire globale sera satisfaisante. Il me reste à peu près 2h15 à écouter. Il est 16h30, donc je pense que je vais le terminer là maintenant. Et puis me replonger dans mes autres lectures par la suite.
de manière à pouvoir vous monter ce vlog pour jeudi soir. Je suis un petit peu déçue parce que c'était bien parti, le style de l'autrice était vraiment phénoménal. Et là, on a même carrément une erreur au niveau d'un nom de personnage au début du tome 3. Je vous ai parlé du soldat qui était probablement le frère cadet de ses fils, donc c'est assez confirmé, hein, c'est effectivement lui. Et dans le tome 2, le groupe de soldats dont il fait partie, ils sont tous décimés, il est le seul survivant. Et il est amené donc à Héphaïstos, qui essaye de faire ce qu'il peut, mais vu l'état dans lequel il se trouve, ils sont sur le point de l'achever parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de témoins de ce qui s'est produit avec les enfants des rues qui ont réussi à démolir les armures créées par Orion. Sauf que Verlaine se rend compte qu'il s'agit du frère cadet de ses fils et demande à Héphaïstos de tenter de le sauver. Donc il va lui implanter une puce dans le cerveau pour brouiller ses souvenirs, pour que Orion ne puisse pas réaliser ce qui s'est produit. Et Héphaïstos se trompe de nom. Enfin, c'est pas Héphaïstos qui se trompe de nom, c'est l'autrice qui se trompe de nom. Parce que les soldats ont des numéros, en fait, ils n'ont plus de nom, ils ont des numéros. Et dans le tome 2, donc il restait 2 numéros suite à l'expédition de ces soldats, il restait 2 soldats en vie. Quand ils sont arrivés enfin à la cité de Cendrelune, il restait donc le frère de ses fils et un autre soldat dont le numéro était 716 ou quelque chose comme ça. Et arrivé à la cité, ils tombent sur certains de leurs camarades qui sont en train de se faire massacrer par les gamins des rues rapiécés. Donc ils s'engagent dans la bataille et 716 meurt. Et donc il ne reste plus que le frère de ses fils dont le numéro c'est 4000 je sais plus quoi. Et là au début de l'histoire, quand Héphaïstos s'adresse au soldat en lui disant je vais essayer de vous soigner, il l'appelle 716. Ouais, c'est ça qui est frustrant, c'est que c'est toujours bien écrit, mais je trouve que l'autrice fait des erreurs. Toujours ces histoires de répétition, même si là il y en a un peu moins du coup. Enfin, il y en a un peu moins, non, c'est pas vrai, il y en a toujours autant. Il y en a toujours autant, et puis des répétitions d'informations, comme si les personnages découvraient tout à coup que la Terre est ronde, alors qu'on leur a déjà annoncé la chose il y a plusieurs chapitres au moins. Donc ouais, je suis un peu frustrée. Je vais m'y remettre, le terminer, parce que du coup là maintenant j'ai envie de finir cette histoire pour déjà pour savoir, et aussi surtout parce que j'ai envie de passer à autre chose. C'est dommage, mais ouais, je vous retrouverai d'ici 2h30, 3h peut-être, quelque chose comme ça. Hello, on est jeudi, vous êtes censé voir cette vidéo d'ici 1h30. Ce qui à mon avis ne sera pas le cas parce que je pense qu'elle va mettre un temps phénoménal à exporter, uploader et voilà. Donc désolée pour le retard. Alors, j'ai terminé Les Brumes de Cendrelune, je l'ai fini la dernière fois que je vous ai repris, je l'ai terminé dans la foulée. J'ai juste pas eu le temps de vous parler entre temps parce que j'étais extrêmement fatiguée. Je pense que ça doit dater de lundi, peut-être, je ne sais plus. Et les soirs suivants, j'étais aussi trop fatiguée, j'ai quasiment rien lu, donc voilà. Alors, bilan plutôt bon, mais mitigé bon. Plus on avance dans l'histoire, je pense que vous vous en êtes rendu compte au fur et à mesure de mes avis, plus je trouve de lacunes, plus j'ai trouvé des lacunes au personnage, à l'histoire en elle-même, au style de l'autrice, qui est toujours bon, mais à cause de ses nombreuses répétitions, voilà, bon bref, je ne vais pas moi-même me répéter, même si je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. J'ai enfin compris le concept, j'ai enfin compris où voulait en venir l'autrice, mais bon, il m'a fallu quand même 2 livres et demi avant de comprendre. J'avais mes théories, mais je trouve que c'est trop long. Une trilogie complète, c'était beaucoup trop long. Je pense que l'autrice aurait pu faire un one-shot. Il n'y avait même pas besoin de faire une trilogie, un one-shot. Même si c'est un one-shot de 600 pages, parce que le tome 1 fait 350 pages, je crois. Donc avec 600 pages, je pense qu'elle aurait réussi à raconter son histoire, et je pense que ça aurait eu un impact un peu plus fort, même si la fin est vraiment géniale. J'ai adoré la fin de cette histoire.
Je regrette seulement qu'elle ait été précipitée. Je trouve que c'est un peu bâclé, tout va beaucoup trop vite. Et du coup, j'aurais apprécié prendre un peu plus le temps. Parce que c'est pas avec 3 tomes que je me suis attachée au personnage. J'ai réussi à m'attacher au personnage rien qu'avec le tome 1. Donc je vous dis, je pense que juste un tome de 600 pages, ça aurait suffi pour s'attacher au personnage et pouvoir apprécier cette fin. Qui, je trouve, est assez logique et cohérente, en fin de compte, dans le schéma qu'a mis en place l'autrice. Et ouais, je trouve juste dommage que ce soit un peu précipité. Je me souviens plus des notes exactes que je lui ai mises. Je sais que je lui ai mis une moins bonne note que le tome 2. Donc le tome 1 a eu 5 étoiles. Le tome 2 et le tome 3 ont eu 4 étoiles. Mais le tome 3 a une moins bonne note dans Compile. Donc comme je vous l'ai dit, en plus on avance dans la série, plus les notes baissent. C'est dommage. Je ne sais pas si c'est une série que je relirai un jour. Je suis pas sûre, parce que le côté un peu trop... Le côté scientifique, en fait, le côté vraiment science-fiction, dystopie. Est-ce qu'on peut vraiment parler de dystopie? Je suis... Ah, ouais, si, quand même, on peut parler d'une forme de dystopie, même si c'est... Je sais pas, c'est compliqué à définir. En tout cas, c'est de la science-fiction, c'est sûr. Ouais, j'ai... Il y a de la science-fiction avec un élément fantastique, parce que ce côté, ils se retrouvent dans l'esprit de l'un de l'autre, enfin, c'est un petit peu, ça a un aspect fantastique. Globalement, je pense que j'ai dû mettre 15 à la trilogie, ce qui est une bonne note. C'est pas une des meilleures séries, c'est pas une des meilleures intégrales de séries que j'ai lues cette année. C'était la dernière de l'année, mais j'espère que j'en lirai d'autres l'année prochaine qui me plairont au moins autant et si possible plus, parce que ouais, c'est un petit peu douce amère cette fin. C'est dommage. Enfin, cette fin. La fin de cette trilogie, ce vlog, quoi. La lecture de ces 3 tomes. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui avec mon super décor de Noël. On est le jeudi 21 décembre, c'est la dernière vidéo avant Noël. Il restera encore une vidéo avant 2024 qui sera ma palle des cartes pour le mois de janvier. Du coup, sur ces belles paroles, je vais vous abandonner pour l'instant, vous retrouver la semaine prochaine. Je pense dans un nouveau décor parce qu'à mon avis, j'aurai pas le temps de vous tourner la partie face cam de ma palle des cartes là. Je pense que je vous la tournerai chez mes parents. Donc, avant de vous retrouver la semaine prochaine, je vais vous souhaiter de passer un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année et d'excellents moments en famille si vous ne fêtez pas toutes ces choses. Et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour ma vidéo palle des cartes, la palle des cartes 2.0 pour 2024. Et voilà, c'est tout. Ciao.